Recherche clinique. J'aimerais vous parler aujourd'hui des raisons pour lesquelles la recherche est importante, mais aussi passer un peu de temps sur les différents types de conception d'études. C'est ce que nous appelons la hiérarchie des preuves. Je dois aussi vous dire que je pense, dans mon rôle actuel de rédacteur en chef du Journal of Bone and Joint Surgery, beaucoup de choses dont je vais parler sont à votre disposition. Si vous prenez un instant pour capturer ce code QR, vous aurez accès à de nombreuses ressources. Pour ceux qui souhaitent soumettre un article ou une contribution au Journal of Bone and Joint Surgery, je vous dirai aussi que le Journal of Bone Joint Surgery possède une famille de revues en plus de son journal principal. Nous avons une revue en libre accès, ainsi qu'une revue de synthèse. Nous avons un journal pour les assistants médicaux en orthopédie qui publie des rapports de cas et des cas de connexion. Il y a donc de nombreuses façons de s'engager avec nous, mais revenons à la raison de notre présence ici. Lorsque vous pensez à la recherche, et lorsque vous pensez à la recherche au niveau mondial, vous savez, certains des grands, vous savez, l'un des ancêtres de la médecine fondée sur les preuves au Canada, le professeur David Sackett, écrit un jour, c'est un désir irrésistible de s'attaquer à des problèmes graves. C'est pourquoi nous faisons de la recherche. Et vous savez, lorsque nous parlons de créer de la recherche, 1 sur 10 d'entre nous y pense. 1 sur 100 d'entre nous fera le premier pas. En fin de compte, ce que nous voulons rechercher, et ce à quoi vous voulez penser, c'est comment continuer à le faire. Comment puis-je prendre les connaissances que j'apprends dans ce cours et les intégrer dans ma vie quotidienne de manière régulière? C'est là que le bas blesse vraiment. Le problème, c'est que les problèmes critiques auxquels nous pourrions être confrontés sont souvent ceux dont nous ignorons l'imminence. Je pense que c'est précisément pour cela que la recherche et la résilience dans la recherche sont si essentielles. Comprendre qu'il existe une vaste gamme de modèles de recherche différents que vous pouvez exploiter rend la recherche beaucoup plus adaptable et flexible. Lorsque vous êtes confronté à un problème critique que vous n'avez peut-être jamais rencontré auparavant, cela peut être difficile à gérer. Nous avons tous connu en 2020 la pandémie de COVID. Un virus entièrement nouveau que nous n'avions jamais vu auparavant. Et cela nous a permis de constater à quel point nous étions capables de résilience, de flexibilité et de rapidité pour adapter notre façon de faire. En réalité, personne ne peut prédire avec certitude ce que sera le monde dans les 25 prochaines années, sauf qu'il sera très différent de celui d'aujourd'hui. Alors, comment peut-on se préparer à cela? Eh bien, nous nous préparons à travers la connaissance et aussi par l'action, en nous adaptant constamment. La difficulté est que la plupart des résultats de recherche publiés sont censés être faux. Un document crucial a été publié il y a plus de 20 ans. Le professeur John Ioannidis a déclaré que les petites études, les sujets brûlants et les conflits d'intérêts expliquent en grande partie pourquoi de nombreux résultats de recherche sont souvent erronés ou faux. L'autre défi auquel nous sommes confrontés, et c'est pourquoi il est si important que chacun d'entre vous qui participez à ce cours s'engage dans la recherche, c'est lorsque nous examinons les publications et l'innovation dans tous ces domaines, les sciences de la vie, les sciences physiques, les sciences sociales et la technologie. Les documents deviennent progressivement moins perturbateurs. Cela signifie que leur impact diminue avec le temps, et nous ne ressentons plus leur influence comme auparavant. Avec l'IA en plein essor, modifiant notre approche de la recherche, l'avenir est à ceux qui développent des compétences et les combinent de façon créative. Souvenez-vous, la créativité a 2 conditions. En pensant à la recherche, demandez-vous si votre question est inédite. Mènera-t-elle à une idée de produit utile ou à une solution pour un problème chirurgical non résolu? C'est essentiel. Voici un article que nous venons de publier dans le Creativity Research Journal. Et n'oubliez pas, lorsque vous envisagez de faire avancer un programme, de vous demander s'il s'agit d'une idée nouvelle et intéressante. Et cette idée pourrait-elle être utile si nous la testions de manière appropriée? Maintenant, cela ne veut pas dire que tout doit être nouveau chez vous. Il peut arriver que vous regardiez quelque chose et que vous vous disiez « Je veux reproduire ce que j'ai déjà vu faire ». Et ce faisant, il s'agit d'une autre condition requise pour dire « Je veux valider ce que quelqu'un d'autre a fait dans un autre pays et je veux m'assurer que la même chose s'applique à moi ». C'est également très très important. Gardez donc ceci à l'esprit. L'innovation à son meilleur est alimentée par notre créativité. Et la créativité à son meilleur est inextricablement liée à notre recherche d'idées. Mais mes amis, tout commence par une idée. Une idée majeure a été proposée par le professeur Gordon Guide en 1990, qui a inventé le terme bien connu de médecine fondée sur des preuves. En 1989,
Il l'appelait une attitude de scepticisme éclairé. Aujourd'hui, cela signifie utiliser consciencieusement les meilleures données actuelles issues de la recherche clinique pour prendre des décisions en soins de santé. Rappelez-vous que cela nécessite une expertise clinique. Cela implique une hiérarchie des preuves. Si nous avons une meilleure preuve actuelle, il faut la déterminer. En fin de compte, nous devons inclure les valeurs et préférences des patients dans nos décisions. C'est ça le BM. Mais pour moi, le BM est essentiellement dans un contexte d'un monde global avec des questions et divers événements. C'est tout simplement bruyant. Comment obtenir un signal, n'est-ce pas? Comment accéder au signal? Et si on y parvient, comment l'utiliser pour prendre de meilleures décisions? Si vous posez la question à ceux qui sont des scientifiques de carrière ou des chirurgiens de carrière, ils vous diront qu'il est essentiel de développer les compétences dès le début. Cependant, au final, pour avoir un impact durable, il est crucial de prendre de bonnes décisions. Parce que nous savons déjà que des décisions erronées, même parfaitement exécutées, conduisent à un résultat médiocre. Vous pouvez traiter une fracture du col du fémur, la réparer. Pensez que vous avez obtenu un excellent résultat radiologique. Mais la radiographie peut échouer. Donc, c'était véritablement une mauvaise décision. C'est tout à fait vrai. Même si l'exécution était bonne, c'était vraiment une mauvaise décision. Peut-être que c'était le mauvais implant. En fait, une arthroplastie aurait probablement donné un meilleur résultat. De plus, lorsque nous discutons de preuves et d'éminence, vous savez finalement, il est essentiel de penser à utiliser la science basée sur les données. Ainsi, lorsque nous abordons la question de recherche et que nous discutons de l'idée, vous pourriez vous demander quels sont les critères qui définissent une bonne question de recherche. Premièrement, la question doit être réalisable. Elle doit être intéressante. Nous avons déjà entendu le mot nouveau. Elle doit être éthique et enfin elle doit être pertinente. Ce sont donc les principes auxquels vous pensez une fois que vous avez une question. Mais comment formuler cette question? Eh bien, pour une question de recherche clinique, si nous parlons d'un, disons dans ce cas un essai clinique, vous voudrez identifier le patient, l'intervention, un groupe de comparaison, un résultat, le type de question que nous pourrions envisager de poser, ainsi que le type d'étude que nous pourrions souhaiter découvrir en fin de compte. Dans ce cas, si nous faisons une recherche, le type d'étude que nous pouvons concevoir est appelé PICO. PICO, c'est Clair, Patient, Intervention, Comparison, Résultat. C'est essential de penser ainsi. C'est pourquoi je voulais vous parler ce matin, enfin cet après-midi. Il s'agit de ceci. Qui est? Il y a une hiérarchie des preuves. Sachez que la médecine fondée sur les preuves concerne les meilleures preuves actuelles. On peut voir les preuves comme une série de niveaux de 1 à 5. Dans cette bulle bleue, vous découvrirez une zone que nous désignons par le terme de méta-analyse. Mais qu'est-ce qu'une méta-analyse exactement? C'est la combinaison statistique des résultats de 2 études ou plus. Nous avons publié un article il y a de nombreuses années dans le Journal of Bone and Joint Surgery qui servait de guide pour utiliser ce que nous appelons une analyse systématique de la littérature. Elle pose des questions simples. D'abord, déterminer si les résultats sont valides. Une fois l'étude jugée valide, quels sont les résultats? Encore, revient-on à la question de sa pertinence. Avons-nous identifié toutes les études? Les auteurs l'ont-ils fait? Ou avons-nous mené une recherche exhaustive de la littérature? Finalement, lors de l'analyse, quel élément clé affecte la qualité? La qualité des études que vous mettez en commun sera égale à la qualité de l'examen global. Vous voulez donc des études de haute qualité méthodologique. Et vous voulez également vous assurer que ces études et la façon dont vous les avez identifiées, la façon dont vous les avez recherchées, sont reproductibles. Tels sont les principes fondamentaux. Mais prenons un peu de recul. Lorsque nous parlons de revue, nous pouvons avoir différents types de revues. Il y a une étude narrative, une étude systématique et ce qu'on appelle une méta-analyse. Les revues narratives sont comme un manuel, n'est-ce pas? Ce sont des questions générales sans stratégie de recherche précise. Pensez au dernier chapitre de manuel que vous avez lu, c'est une analyse narrative. Une revue systématique dit non, nous allons poser une question très précise sur les soins de santé. Nous allons entreprendre une stratégie de recherche approfondie et exhaustive dans de nombreuses bases de données afin de découvrir tout ce qui est possible. Cependant, la différence réside dans le fait que nous n'allons pas extraire les données. Une méta-analyse implique de réaliser tout ce que nous venons d'effectuer lors d'une revue systématique. Mais cette fois-ci, nous allons combiner mathématiquement les résultats des études. Et c'est tout. Voilà ce qui fait la différence. Je vais juste faire une remarque. Vous entendez probablement des termes appelés méta-analyse de réseau. Je ne m'y attendrai pas, mais la plupart des méta-analyses
compare les preuves directes. Vous voyez donc la figure du haut ici, les essais à contre B. Et ils comparent de nombreux essais sur la même question et font cette comparaison. Et la méta-analyse de réseau dit que nous allons examiner les essais dans lesquels ils ont le même contrôle ou le même comparateur. Disons que vous avez une plaque contre des soins non opératoires et un clou intramédulaire contre des soins non opératoires comme votre C comme votre comparateur. Vous pouvez alors indirectement faire des déductions sur une plaque par rapport à un clou, même s'il n'y a jamais eu d'essai comparant une plaque à un clou. Il s'agit donc de preuves indirectes dans un nouveau type d'étude qui existe depuis environ 5 ou 6 ans et qui est devenu très populaire en chirurgie, appelé méta-analyse du réseau. Mais quels sont vraiment les principes directeurs à suivre? Il est essentiel de formuler une question très précise concernant les soins de santé lorsque l'on procède à un examen systématique. Il est crucial de mener une stratégie de recherche qui soit exhaustive et complète. Nous devons identifier soigneusement ces études et définir des critères clairs pour déterminer quelles études sont éligibles. En outre, il est indispensable de nous assurer que nous avons une méthode pour évaluer la qualité de chacune des études que nous allons intégrer dans une revue systématique étendue. Il est essentiel d'évaluer ce que nous appelons l'hétérogénéité. Cela concerne les différences entre les études, qui peuvent être des variations dans l'effet global du traitement. Ces différences peuvent provenir de la population étudiée, de l'intervention appliquée, de la comparaison effectuée, des résultats obtenus ou de la méthodologie utilisée. Tous ces facteurs peuvent rendre les études très diverses et variées. Finalement, faut prendre une décision. Avons-nous le sentiment d'avoir suffisamment d'homogénéité? Dans ce cas particulier, pour regrouper les résultats sur le plan statistique, en passant de 0 à 5, on obtient une étude systématique. Si vous regroupez les résultats, vous aurez une méta-analyse et pourrez vérifier mathématiquement si les résultats sont stables. Nous avons une étude à consulter. Un guide sur l'utilisation d'une revue systématique de la littérature orthopédique. Nous avons déjà évoqué ceci. C'est le genre de graphique que vous pourriez obtenir en réalisant une méta-analyse. Cela concerne une étude de niveau 1 qui compare les traitements par clous tibio-alésés et non-alésés en termes de taux de non-union. Vous pouvez observer chacune des études individuelles. Vous pouvez également voir les petits losanges qui représentent le résultat global obtenu, la ligne horizontale et l'intervalle de confiance à 95%, indiquant que la véritable estimation de l'effet se trouve à l'intérieur de cet intervalle de confiance, qui se trouve dans cette plage 95% du temps. C'est un point vraiment intéressant car plus l'intervalle de confiance est grand, par exemple, 95%, plus les résultats de l'étude sont imprécis et plus la taille de l'échantillon est petite. Voici donc comment cela fonctionne. Imaginons que vous avez une étude qui compare une plaque à un clou intramédulaire. Vous avez une étude avec 50 patients et vous pouvez voir ici qu'il y a en bas une étude sur les taux d'infection. Et cela suggère dans ce cas que le clou intramédulaire réduit le risque d'infection par rapport à la plaque dans le traitement des fractures du tibia. Maintenant, cette ligne verte, l'intervalle de confiance à 95% croise ce que nous appelons le risque relatif de 1 ici, qui est la ligne de non-différence, qui suggère qu'il n'y a probablement pas d'effet de traitement ou pas de différence ici, statistiquement significative en tout cas, en faveur du clou. Il y a 3 études négatives, mais elles suggèrent que le clou est meilleur en combinant ces études. Avec les résultats de 125 patients, on observe un phénomène, n'est-ce pas? Premièrement, cela permet d'obtenir un intervalle de confiance plus étroit et donc plus précis. De plus, la taille de l'échantillon augmente, n'est-ce pas? Ce sont des éléments fondamentaux. La toute première chose à faire est donc d'augmenter la taille de l'échantillon, ce qui est vraiment une bonne chose. Et lorsque la taille de l'échantillon devient plus importante, l'intervalle de confiance à 95% se réduit et devient de plus en plus précis. C'est la puissance fondamentale de la réalisation d'une méta-analyse. Et s'il s'agit d'une méta-analyse d'essai randomisé, elle est considérée comme une étude de niveau 1. Mais qu'en est-il de l'essai clinique randomisé? Qu'en est-il? Dans un essai clinique aléatoire, nous débutons avec les patients. Nous les randomisons avec une méthode aléatoire. Les gens discutent de méthodes variées, mais vous devez utiliser des techniques informatisées. Disponibles. Certains mentionnent des enveloppes, mais disons simplement que c'est informatisé et que les participants sont répartis au hasard entre 2 traitements et suivis dans le temps. Pour évaluer un résultat, voici le schéma d'un essai clinique randomisé. Quel est le pouvoir du hasard?
l'équilibre et le pronostic. Entrée. Les deux groupes, c'est-à-dire le groupe qui reçoit le traitement A et celui qui reçoit le traitement B. Ainsi, la seule chose qui diffère entre ces deux populations de patients. La seule différence entre ces deux patients est que l'un a eu le traitement A, l'autre le B. Donc, il n'y a pas de différence, on dira qu'il n'y a probablement pas de différence entre les traitements. Et s'il y a une différence, la seule chose qui serait différente, le fait qu'une personne reçoive une intervention, tandis que l'autre personne reçoive un contrôle. Il est possible de vérifier l'efficacité d'un traitement en équilibrant les groupes de patients par randomisation. Donc, devrions-nous randomiser tout le monde? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les essais randomisés ne sont pas toujours pratiques. L'une d'elles est l'éthique. Il peut ne pas être éthique du randomizer. Les résultats peuvent être trop rares ou difficiles à randomiser. Les chirurgiens peuvent penser qu'il n'y a pas assez, ce que nous appelons l'équilibre, pour choisir entre deux options. Ils pourraient donc le croire. Non, je refuse de randomiser, car je pense que c'est contraire à l'éthique dans certains cas. Et la question principale n'est peut-être pas celle d'une thérapie, mais plutôt celle d'un pronostic. Nous en apprendrons plus à ce sujet. Cependant, pour la plupart d'entre nous, le grand défi de la recherche est que mener un essai clinique randomisé coûte très cher. Je pense donc qu'il est crucial de trouver des moyens économiques pour poser des questions et finalement y répondre, surtout dans le contexte de la santé mondiale, où l'on veut s'assurer de l'efficacité de la recherche sur les maladies infectieuses. C'est pourquoi nous pouvons avoir des questions et conceptions de haute qualité et offrir à toutes les communautés mondiales un accès à des preuves de qualité. Imaginons que nous ne puissions pas mener un essai randomisé pour diverses raisons. Les preuves de niveau 2 suggèrent que nous pourrions envisager une étude de cohorte prospective. Dans ce scénario, les patients sont observés sur une certaine période. Et ils sont divisés en deux groupes, qui sont également suivis sur cette période. Quelle est la différence? La différence principale est que la division en deux groupes ne se fait pas de manière aléatoire. C'est donc pas un tirage au sort ni une autre méthode. C'est quelque chose de bien plus réfléchi. Qui peut alors répartir les patients en deux groupes? D'une part, les médecins ou chirurgiens traitants peuvent assigner les patients au groupe A ou B, ou les patients peuvent choisir et dire « Je préfère ce traitement à un autre et je voudrais l'un ou l'autre ». Ainsi, il y a deux groupes et deux manières de les répartir. Et parce que ce n'est pas aléatoire, il y a un déséquilibre potentiel entre les groupes. C'est pourquoi il faut parfois recourir à des techniques statistiques et d'appariement pour faire en sorte que ces groupes se ressemblent. C'est également la raison pour laquelle l'étude passe d'un niveau 1, qui présente peu de biais, à un niveau 2, qui introduit un peu plus de biais. Nous pouvons entamer une étude de niveau 3 qui commence presque par le résultat. En tête, imaginons que vous soyez dans un bureau, une clinique ou un hôpital, et que vous disiez « Examinons toutes les infections survenues parmi nos cas de traumatisme, et identifions aussi un groupe de personnes sans infection, et analysons rétrospectivement leur historique dans leur dossier médical, dans leur fiche, pour voir quels facteurs ont pu être différents et les rechercher. Donc, par exemple, il se peut que les patients ayant contracté des infections soient ceux qui ont été traités tardivement. Il pourrait s'agir de patients n'ayant pas reçu d'antibiotiques, ou bien de ceux qui fumaient, ou encore de ceux qui souffraient de diabète. De nombreuses raisons peuvent apparaître lorsque vous analysez rétrospectivement. Cependant, ce genre de conception, ce n'est pas le niveau 2, mais le niveau 3 car il est rétrospectif et remonte dans le temps. C'est donc une autre façon efficace d'examiner les résultats de... Mais cela offre une preuve de qualité légèrement inférieure en y réfléchissant. Dans la hiérarchie des preuves, qu'est-ce qui rend cette conception des contrôles de cas souhaitable? Elle est efficace, rentable, moins coûteuse, et il n'est pas nécessaire d'attendre des années pour suivre les patients afin d'obtenir un résultat. Donc, quand le résultat est rare, vous êtes en mesure de l'identifier et de remonter dans le temps grâce à vos graphiques actuels. Encore une fois, il y a des ressources que vous pouvez consulter. Nous avons une ligne directrice publiée dans le Journal of Bone and Joint Surgery. Il reste une contrainte d'utilisation de la littérature orthopédique sur la manière d'utiliser un article sur le pronostic. Je vous laisse donc y jeter un coup d'œil quand vous le souhaitez, et nous ferons en sorte, si nécessaire, de vous les fournir. Je pense qu'ils vous ont déjà été fournis, mais nous pouvons certainement vous les fournir si vous souhaitez les consulter. Qu'arrive-t-il donc? Lorsque l'on passe du niveau 3 au niveau 4, eh bien, si vous examinez le niveau 4, c'est ce qu'on appelle une série de cas. Quelle est la différence entre une étude de contrôle de cas et une série de cas? La majorité de notre littérature est constituée de séries de cas.
Quelle est la différence fondamentale? Dans une série de cas, vous remarquerez qu'il n'existe pas de groupe de contrôle. Une série de cas est donc une suite de patients, soit dans le temps, soit dans le passé, que l'on évalue. Mais la raison fondamentale pour laquelle on passe d'une étude de niveau 3 à une étude de niveau 4 est qu'il n'y a pas de contrôle. Les études de niveau 4 sont donc en fait considérées comme des séries de cas sans contrôle. Enfin, le niveau 5 est celui de l'opinion d'un expert. Et l'opinion d'un expert, comme vous pouvez l'imaginer, serait un endroit où vous pourriez demander une enquête. Vous pourriez, vous savez, demander à un certain nombre de chirurgiens à un moment donné, vous créez un questionnaire, et vous leur posez toutes sortes de questions, et vous obtenez ces informations. Ce faisant, vous obtenez des infos d'experts sur un sujet. Un exemple de preuve de niveau 5 serait une enquête ou quelque chose de non clinique. Une étude de sciences fondamentales, une étude biomécanique, est de niveau 5 car elle génère des hypothèses. Des données, c'est de la science fondamentale. Autrement dit, c'est de la science de base. Que signifie cela? Je viens de passer 10 minutes à vous parler des essais randomisés et à expliquer pourquoi ils sont considérés comme des preuves de niveau 1. Mais dans ce cas, il s'agit d'un essai randomisé publié dans le Journal of Bone and Joint Surgery, qui indique, en fait, le niveau 2. Il y a donc deux mises en garde pour savoir quand un essai randomisé peut être considéré comme une preuve de niveau 2. D'une part, si l'essai randomisé est globalement de mauvaise qualité, il sera rétrogradé d'un niveau. Il passera donc du niveau 1 au niveau 2. Si un essai randomisé a également un taux de suivi inférieur à 80%, il sera rétrogradé au niveau 1. D'un niveau 1 à 2. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi 80% ce n'est pas suffisant? Eh bien, 80% ou plus, c'est une estimation arbitraire. Pour penser que le résultat sera probablement assez précis. Mais si trop de patients partent, le problème est qu'on manque de données sur leur sort. Sont-ils partis car ils ont eu de bons ou de mauvais résultats? Cela peut donc complètement changer vos résultats. Si en fait il y a un biais dans la raison pour laquelle les patients ne sont pas revenus pour le suivi, il est donc très important d'assurer un suivi complet des patients. Donc, résumons. Et je terminerai en disant, encore une fois, que lorsque vous réfléchissez à ce sujet et que vous envisagez de concevoir une étude, demandez-vous si la question est de savoir si j'ai quelque chose qui va reproduire un autre domaine, si j'ai vu un article publié dans un autre pays. Tout à fait. Raisonnable. Vous utiliserez alors un modèle similaire parce que vous chercherez à le valider ou à l'améliorer. Mais si vous cherchez quelque chose de totalement nouveau, posez-vous la question suivante. Ai-je une question et une idée nouvelle? Et deuxièmement, ai-je quelque chose qui pourrait être utile, comme les résultats de cette étude? Pourrons-nous les utiliser dans ma communauté? Ou d'autres personnes hors de ma communauté pourraient-elles les utiliser? Cela vous aidera. Mais en réfléchissant aux différents modèles, n'oubliez jamais la hiérarchie des preuves. Je vais vous donner une seconde. Si je vous demandais le niveau de preuve d'une série de cas, vous diriez niveau quat. Et pour un essai randomisé, vous diriez niveau 1. Que diriez-vous d'un essai randomisé avec des limitations méthodologiques? Dans ce cas, rappelez-vous que c'est une étude limitée. Elle est rétrogradée au niveau de preuve 2. Étude cas témoin. Souvenez-vous qu'une étude cas témoin est le premier modèle de la hiérarchie qui passe du prospectif au rétrospectif, rétrogradant ainsi du niveau 2 au niveau 3. Qu'en est-il d'une étude de cohorte prospective? Une étude de cohorte encore une fois. Et deux expositions différentes, A et B, attribuées non pas par randomisation, mais par le médecin traitant ou le patient lui-même. Il s'agit là d'une méta-analyse de niveau 2. Rappelez-vous, une méta-analyse est la combinaison de plus d'une étude. Dans ce cas particulier, il s'agit d'une étude de haute qualité. Il s'agit donc d'une étude de niveau 1. N'oubliez donc pas ceci. En conclusion, la hiérarchie des preuves fournit un guide pour catégoriser la recherche clinique. Elle est très importante. N'oubliez pas non plus que les études qui limitent le plus possible les biais finissent par remonter la chaîne jusqu'à des niveaux de preuves plus élevés. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent cours. Encore merci.